Donc Monsieur Bricmont, bonjour. Bonjour. Donc toute première question, c'est à propos de la reconnaissance par les pays de l'Union Européenne du gouvernement de l'opposition syrienne comme gouvernement, enfin seul gouvernement et légitime du peuple syrien. Bien évidemment, il n'y a eu aucune élection pour ça. Ouais. Et je voulais savoir si c'était peut-être une nouvelle forme de démocratie dont on n'en a jamais entendu parler. Et qu'en serait-il si on faisait la même chose dans un pays européen? Est-ce que les autres seraient d'accord? Oui, évidemment. Bon, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où il n'y a pas une tradition d'élection en Syrie, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, c'est vrai que c'est extraordinaire parce qu'on ne sait absolument pas si cette opposition représente la majorité des Syriens, parce que tant que le pays n'est pas de leur point de vue libéré, qu'il n'y a pas d'élection dans ce pays, on ne sait pas. Et une fois qu'ils ont, on peut rapprocher ça de ce qui se passe en Égypte où Morsi maintenant a pris des pleins pouvoirs alors qu'il a été élu. Alors voilà, c'est la démocratie. Maintenant on dit mais ça va pas, on peut pas prendre comme ça les pleins pouvoirs. Et qu'est-ce qui me dit que cette opposition va pas prendre les pleins pouvoirs parce qu'on l'a reconnue comme la seule expression légitime alors que on n'a aucun moyen de savoir ce qu'elle représente réellement sur le terrain. Même si la majorité des gens étaient contre ou le renversement d'Assad en Syrie, c'est pas encore dit qu'ils veulent ces gens-là comme alternative. Il peut y avoir d'autres alternatives. Je ne sais pas comment ils vont chercher ça. C'est de la folie furieuse. Toujours à propos du conflit syrien, comme on est en train de voir maintenant, on a une base militaire russe en Syrie. On a les Iraniens qui avaient envoyé leur garde de la révolution en Syrie aussi. On a les Chinois qui avaient aussi promis de s'impliquer au cas où il y a une attaque sur la Syrie. Puis après on avait la bataille au Golan, et après on a eu le conflit, on va dire, sur Gaza. Donc on est en train quasiment de voir que, on va dire, les pays ont placé leurs pions sur l'échiquier. Est-ce qu'on peut à ce moment-là encore parler d'ingérence ou ça va être vraiment le champ de bataille pour une prochaine guerre contre les autres pôles de pays émergents? Moi, je ne pense pas qu'il y a de plan d'une nouvelle guerre parce que les gens, malgré tout, aux États-Unis, même en Israël, ne sont pas assez fous pour vouloir la guerre avec la Russie et la Chine. Ça, je pense. Il n'y a personne qui consciemment veut cette guerre. Mais je ne suis pas sûr que qui que ce soit voulait consciemment la Première Guerre mondiale et certainement personne ne voulait les effets de la Première Guerre mondiale. Or, elle a eu lieu. L'Empire austro-hongrois, c'est eux qui ont d'une certaine façon déclenché la guerre. Ils ont disparu dans cette guerre. Donc, une chose que les gens oublient, c'est qu'évidemment, les soi-disant classes dirigeantes ne savent pas nécessairement ce qu'elles font, quelles seront les conséquences de ce qu'elles font. Ils peuvent disparaître Hitler a disparu dans une guerre qu'il a déclenchée, etc., etc. Donc, une catastrophe peut arriver. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire qu'on met un baril de poudre, et puis s'il y a une étincelle, on va dire, le baril a explosé, mais il fallait pas mettre le baril pour commencer. Or, tout ce qu'on fait pour l'instant, c'est mettre des barils. D'accord. Et ça, c'est ce qui se passe, et c'est pour ça que moi je suis très inquiet. Je suis bien d'accord qu'on est au-delà de la critique de l'ingérence, c'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est extrêmement explosive et qui pourrait être catastrophique au niveau mondial. Tout ce qu'on fait, par exemple, quand je vois ce qui se passe avec Israël, les tensions qui sont augmentées sans arrêt, etc., on est dans le délire complet, quoi. Maintenant, à propos du conflit israélo-palestinien, donc on a vu qu'il y a eu une espèce de trêve qui a été signée, mais tout juste après on a eu un Palestinien qui est mort, 19 autres blessés. La plupart c'était des paysans qui voulaient aller rejoindre leurs terres qui étaient on va dire, dans ce qu'ils appelaient les Israéliens des zones frontalières où il ne fallait pas y aller. Et encore, par exemple, il y a eu encore une autre chose avec l'accès à la mosquée. L'accès à Jérusalem, où elle est interdite aux personnes de moins de 40 ans. Déjà, c'est une violation déjà de la trêve. Je voulais savoir déjà ce que vous en pensez par rapport aux réactions du monde entier sur ça. Oui, les réactions, ça c'est le truc habituel. J'ai déjà expliqué pourquoi ces réactions, en tout cas en Occident, étaient muselées. Mais je ne pense pas que c'est dû à des grands intérêts stratégiques, etc. Israël n'a jamais, contrairement à ce qu'on dit, n'a jamais levé le petit doigt dans les guerres pour le pétrole. Quand il y avait la guerre avec l'Irak, la première guerre en 91, en fait, les Américains ont protégé Israël, ont bombardé ce qu'Israël voulait bombarder. Ils ont demandé à Israël de ne pas se lier à leur coalition parce que sinon ça aurait fait effondrer leur coalition avec les pays arabes. Et donc, je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un allié qu'on paye et qu'on supplie de ne pas s'impliquer dans une guerre qu'on mène, soi-disant pour le pétrole, et on les supplie de ne pas intervenir parce que sinon c'est tellement catastrophique. Je veux dire, c'est pas des alliés, les Anglais sont des alliés. Comparons les Anglais. Les Anglais, ça c'est vraiment les meilleurs alliés d'Israël, des États-Unis, pardon. Mais pas Israël. Israël, c'est un boulet pour les États-Unis. Enfin bref, revenons à cette histoire. Mais je pense d'abord que, moi j'interprète l'accord le cessez-le-feu comme une défaite pour Israël et pour Netanyahou. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi on fait une guerre de 8 jours
on me donne toujours des complots et des trucs comme ça. Je comprends pas comment on peut faire une guerre de 8 jours, qu'on arrête après 8 jours, quand on annonce qu'on va ramener Gaza à l'âge de la pierre, qu'on va vider, qu'on va écraser le Hamas, etc. Le Hamas sort plus fort que jamais, Morsi est plus fort que jamais, l'Iran d'une certaine façon est renforcé, tous les ennemis d'Israël sont renforcés dans cette affaire, et on arrête après 8 jours. Et à mon avis, ils arrêtent après 8 jours parce que ils ont perdu, enfin ils ont eu une panique due au missile, à mon avis, et puis ils se sont rendus compte qu'une invasion terrestre ne serait pas possible, et donc ils ont fait une trêve. Et dans la trêve, ce qui est intéressant, au moins sur le papier, on parle de lever comment dirais-je, de lever les points de passage, de laisser passer les biens. Et s'ils font ça, alors c'est qu'ils capitulent complètement, parce que le Hamas n'aurait jamais envoyé de missiles. Ils disent qu'ils veulent arrêter les tirs de missiles, mais ils auraient pu le faire à n'importe quel moment s'ils avaient levé le blocus. Il y a eu aussi énormément de critiques envers 2 soldats de Tsahal qui Bien sûr. Je ne sais pas s'ils auraient été tellement enthousiastes pour aller à Gaza même, parce que s'ils avaient été à Gaza même, ils auraient peut-être été encore plus critiques qu'ils ne le sont maintenant. Mais c'est toujours facile quand on ne doit pas faire la guerre de critiquer et de dire on aurait gagné. D'accord, ça vous pouvez aussi, comment dirais-je, dire que vous allez gagner un match de foot si vous ne devez pas jouer. Je veux dire, moi, je ne sais pas ce qui serait passé s'ils avaient vraiment été à Gaza, mais c'est évident que vu la rhétorique de Netanyahou, arrêter après 8 jours quand on n'a pas obtenu de victoire décisive, c'est ridicule. Et en plus, c'est Nasrallah qui a dit ça, mais en fait, ils ont augmenté leurs exigences, puisqu'ils ont mis dans leur accord, ils ont dit qu'ils voulaient une levée du blocus. C'est pas tout à fait la levée du blocus, et ce sera pour moi pas de fait de la levée du blocus, mais il y a quand même dans l'accord un paragraphe, le 3e, je crois, du premier article, qui va dans ce sens. Ouais, et donc, pour moi, c'est une défaite totale, et à mon avis, ça va avoir des conséquences psychologiques très graves en Israël, parce que c'est la 3e fois qu'ils attaquent au Liban, une première fois à Gaza et maintenant à Gaza, et ils n'obtiennent pas du tout leurs objectifs, alors qu'avant ils avaient toujours eu des victoires soi-disant éclairs, etc. Alors, donc, on a vu que l'Égypte avait pas mal pesé justement dans les négociations entre le Hamas et Israël. Alors, je voudrais savoir si vous pensez que les changements de régime dans les pays arabes, notamment chez le voisin d'Israël qui est l'Égypte, auront une influence sur la politique israélienne. Est-ce qu'Israël sera peut-être plus isolé dans la région, en tout cas? Israël a toujours été isolé à un point. Le problème d'Israël, c'est que à partir du moment où ils se sont fondés sur le principe suivant, qu'il est permis à tous les Juifs du monde entier de venir en Israël, mais aux Palestiniens qui ont été chassés en 48 heures, descendants, il leur est interdit de revenir, ils ont établi un principe, si on veut, ethnique ou raciste ou ethno-religieux, je ne sais pas comment il faut dire, mais qui insulte la dignité des Palestiniens et de tous les gens qui s'identifient à eux. Ajoutons à ça toutes les guerres qui ont été menées, ils se sont fait haïr au-delà de toute raison, dans toute la région. Et donc aucun gouvernement ne peut vraiment être pour eux. Mais d'un côté, il y a le rapport de force et puis le rapport avec les États-Unis qui là, effectivement, a un rôle économique et où, évidemment, les États-Unis, eux, ils peuvent soutenir comment dire, je pense que Morsi veut de bonnes relations avec les États-Unis, ils veulent des relations économiques, etc. Et donc, il y a, comment dirais-je, un équilibre à trouver pour eux. Mais Israël, ça, je suis sûr qu'ils ne sont pas pro-israéliens. Simplement, c'est difficile d'être trop ouvertement contre. Mais à terme, ça va sûrement changer. Ça, c'est évident. Israël est terriblement isolé. Je veux dire, on ne peut pas survivre éternellement en se faisant haïr au point où ils le sont. Quoi. Et ils le savent. Et donc, ils le savent. Il y a une espèce de fuite en avant. Mais c'est très différent, c'est pour ça que j'insiste toujours, de nos intérêts à nous, ou même des intérêts des Américains. C'est un espèce d'État, comment dirais-je, qui est dans une espèce de folie, quoi. Et qu'il est parce que, finalement, ils ne voient pas comment, à moins de faire des concessions majeures, accepter le droit au retour, etc., dont ils ne veulent pas entendre parler, ils se réconcilieraient avec leurs voisins. Ils auraient pu accepter la solution à 2 États, se retirer des territoires après les accords d'Oslo, parce que là, le mouvement palestinien était vaincu, et donc ils auraient pu accepter une solution à 2 États, mais ils n'ont pas fait. Ils ont fait qu'augmenter les colonies. Alors, évidemment, et tout le monde se rend compte de ça. Donc même en Occident, c'est d'ailleurs frappant qu'en Occident, ils n'ont pratiquement plus aucun soutien populaire. Quand on regarde les sondages, ils ont un soutien populaire très faible. Malgré une propagande assez massive en leur faveur, ils ont très peu de soutien. En Europe, en tout cas. Justement, mais comment expliquer que... Enfin, vous dites que donc, l'opinion publique occidentale, etc., justement, commence à se réveiller par rapport à tout ça, enfin, à devenir, à la limite, plutôt pro-palestinienne, et comment expliquer que...
enfin que cette opinion ne monte pas au niveau des gouvernements occidentaux, je pense que etc. ça va finir par arriver, mais malheureusement ça aurait pu arriver il y a 20 ans si on n'avait pas cédé à toute l'arnaque de la lutte contre l'antisémitisme, le fascisme, etc., qui a permis de réprimer, qui, évidemment, si on le combat, moi je n'ai rien pour le fascisme et l'antisémitisme, mais le combat imaginaire qu'on a mené a de facto mené au fait de réduire au silence les gens. Et le fait de réduire au silence les gens, évidemment, a eu un effet désastreux sur la question, parce que les gens n'osent rien dire, comme je l'ai expliqué, qu'on prenne l'abbé Pierre, qu'on prenne Chirac, qu'on prenne Carter, on prend des gens de toutes tendances, de toutes opinions, et on voit que l'un après l'autre, des gens très importants ont été réduits au silence. Et ce fait qu'ils soient réduits au silence fait qu'évidemment, c'est pas le maire de Conflans-Sainte-Honorine qui va se dresser contre le lobby quand on a fait taire Chirac, hein, il faut pas se faire d'illusions. Donc c'est ça, je veux dire, à partir du moment où les gens les plus connus sont réduits au silence dès qu'ils disent quelque chose, c'est comme ça que ça marche. Mais le malheur, effectivement, c'est qu'il n'y a jamais eu dans la gauche, parce que la gauche a renoncé à la question de la liberté d'expression pour de toutes sortes de raisons confuses, il n'y a jamais eu la volonté de défendre justement pas à pas les gens qui demandent une certaine indépendance de l'Europe, qui demandent une autre politique, qui sont critiques d'Israël, ils ne sont jamais défendus. Donc évidemment ces gens-là prennent le lobby dans la gueule, et alors la machine médiatique, etc. Et alors ils sont chaque fois marginalisés, et c'est comme ça que évidemment, moi je pense que malgré tout ça va changer, et c'est en train de changer. Mais c'est tragique que ça ne change pas plus vite, et que ça n'ait pas changé il y a très longtemps. Parce que, encore une fois, même en acceptant qu'Israël sert les intérêts des États-Unis, ce qui est faux, mais même en l'acceptant, je voudrais qu'on m'explique en quoi il sert les intérêts européens, qui ne sont pas les mêmes. Et alors, peut-être pour conclure, justement, donc vous dites que Israël ne sert pas spécialement donc, les intérêts américains ou européens. Et donc, d'après vous, est-ce que ce soutien mutuel des deux pays, donc des États-Unis et d'Israël, dépend uniquement du lobbying? Et est-ce qu'il n'y a vraiment aucun intérêt à ce soutien? Non, il n'y a aucun intérêt, mais seulement ce qu'il y a, c'est que ça ne dépend pas que du lobbying, au sens de vraiment des gens qui... Il y a plusieurs niveaux. Il y a le lobbying, par exemple, le fait que dans les élections, c'est clair qu'il y a un soutien et des punitions pour les gens. Mais alors, il y a aussi... un candidat pourrait dire, mais mon adversaire est soutenu par un lobby étranger. Mais il est immédiatement attaqué dans les médias pour antisémitisme. Donc, pourquoi il ne peut pas se défendre? Parce que tout le monde a intériorisé le fait que l'antisémitisme mène à un nouvel holocauste, patati patata, alors qu'il s'agirait seulement de défendre une politique de paix qui ne ferait tort à personne et qui serait bonne pour tout le monde. Je veux dire, si vous décidez une politique de paix, de coexistence pacifique entre les pays, etc., vous n'êtes pas Hitler, hein. Hitler, il n'est pas pour la coexistence pacifique, que je sache, ni pour la liberté d'expression. Mais je veux dire, tous les trucs que moi je défends, et qui évidemment alors sont considérés comme antisémites, sont en fait les trucs ou fascistes, je ne sais pas quel mot on me met, sont exactement l'opposé en réalité d'un point de vue historique, mais toute la confusion qu'on a créée autour de l'idée des droits de l'homme, de l'Holocauste, etc., qu'on a inculqué pendant des années à des générations de gens, font que toute la façon de penser, c'est le monde à l'envers. Je vous remercie beaucoup, M. Brickman. Thank you.